La chute est la première cause de mort accidentelle en France et touche particulièrement les seniors. Chaque année, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans sont responsables de près de 10 000 décès. Ces chutes sont généralement à l'origine de nombreux handicaps et accélèrent la perte d'autonomie. Donc, face à cette problématique et pour répondre à l'enjeu de société publique majeur qu'elle représente, le gouvernement a lancé un plan national triennal anti-chute pour les personnes âgées. Ce plan a pour objectif la réduction de 20% des chutes mortelles et invalidantes des personnes de plus de 65 ans d'ici 2024. Ce plan s'articule autour de 5 grands axes qu'on va développer. Tout d'abord, savoir repérer les risques de chute et alerter, aménager son logement pour éviter les risques de chute, des aides techniques à la mobilité faites pour tous, l'activité physique, meilleure arme anti-chute, et le cinquième point, la téléassistance pour tous. Qu'en pensent les différents acteurs professionnels concernés? C'est ce dont nous allons débattre avec mes invités. Tout d'abord, Anna Jurkevich, qui est directrice adjointe de la direction de l'action sociale AG-Carco, qui est le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés du secteur privé et qui verse une pension de retraite à plus de 13 millions de personnes. Lina Michelet, qui est médecin généraliste et directrice médicale d'Abilicare, qui propose un test d'évaluation de la marche et de l'équilibre connecté. Anna Monteux, qui est le président du premier téléassisteur en France, Tunstall. Jean-Philippe Arnaud, qui est le directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Jean Bultel, qui est médecin fédéral de la Fédération française de la retraite sportive. Yannick Hung, qui est ergothérapeute, ingénieur pédagogique et docteur en sociologie, directeur de recherche de Merci Julie, spécialiste de l'accompagnement de l'aménagement de l'habitat. Jérôme Saglier, le président de la commission nutrition et portage de repas à domicile de la FEDESAP, également fondateur d'Appétit Associé, spécialiste de repas livrés à domicile. Bastien Zeb, cofondateur de Belle à Vie, spécialiste de l'accompagnement pour l'adaptation des logements. Paul Tronchon, président de Saveurs Zévi, spécialiste du portage de repas pour personnes âgées à domicile. Et enfin, Nicolas Biard, directeur technique de l'Association nationale française des ergothérapeutes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, on va vous donner quelques chiffres concernant les chutes pour bien comprendre l'enjeu. On va vous expliquer ensuite le plan. On fera un tour de table pour savoir ce que vous pensez de ce plan. Et ensuite, on fera les actions que chacun peut mener par rapport à ce plan depuis son propre métier. Alors, quelques chiffres. Je vous disais 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans sont responsables de près de 10 000 décès. Et ensuite, il y a une étude récente qui a été publiée il y a quelques mois de l'association Assurance Prévention qui indique par exemple que seuls 17% des seniors savent que les chutes au domicile représentent la première cause de mortalité accidentelle. Et si 50% disent avoir déjà chuté chez eux, seuls 16% ont aménagé leur logement pour prévenir ce risque. Donc une partie a déjà chuté, mais ne fait toujours pas d'aménagement. 2 causes principales expliquent ces chutes: le fait de glisser sur le sol pour 44% des seniors et de trébucher pour 38% des cas. La chute d'une échelle compte 1 senior sur 10, la chute consécutive a un malaise également. Dans 19% des cas, la chute a nécessité un passage aux urgences, un alitement est dans 11% des cas, et dans 10% des cas, une hospitalisation et une opération. Par ailleurs, l'expérience d'une chute à domicile peine à se traduire par une prise de conscience du risque. En effet, et ça c'est surprenant, si 47% des seniors se montrent inquiets à l'idée du risque de chute, l'expérience personnelle d'une chute ne fait que progresser la conscience de ce risque que de 5%. C'est en fait ceux qui sont conscients, en fait, il y a une progression uniquement de 5 points. Voilà pour les chiffres que je voulais vous donner. Je vous propose qu'on fasse d'autres chiffres par Jean. Jean, vous vouliez nous donner d'autres chiffres concernant les chutes et les causes des chutes, notamment en rajouter au moins un. Oui, je voulais peut-être brosser un petit panorama de la population des seniors pour dire que cette population est grandissante, bien sûr, que dans notre pays, on a une espérance de vie qui est une des plus importantes au monde, mais on a aussi une population qui est vieillissante, mais qui a tendance à vieillir mal, avec un taux de dépendance qui est extrêmement important et qui est extrêmement inquiétant pour notre pays, compte tenu du coût qu'engendre cette dépendance aux âges extrêmes de la vie actuellement. Alors, cette population âgée, elle est aussi
aussi extrêmement sédentaire, c'est-à-dire qu'elle a assez peu d'activité physique et peut-être plus encore que le manque d'activité physique, le manque d'activité sportive, c'est leur sédentarité qui est peut-être le facteur le plus inquiétant actuellement dans la population senior que, en quelque sorte, je représente. La sédentarité est extrêmement forte dans notre pays et on a des taux de sédentarité qui vont jusqu'à 12 heures par jour dans nos populations, des gens qui ne bougent pas, qui ne se lèvent pas, qui restent assis toute la journée. Et ça, c'est un facteur extrêmement important parce que ça détruit la masse musculaire, ça entraîne l'accumulation de graisse dans les viscères, qui sont un facteur de maladies chroniques, et on a une véritable épidémie de maladies chroniques dans le monde occidental. Ça, c'est un premier point que je voulais aborder. Les chutes chez les personnes âgées, parce que j'ai été pendant ma vie professionnelle, qui est encore très récente, j'étais chef d'un pôle urgence dans un hôpital public et j'ai pu voir tout ce circuit des chutes chez les personnes âgées qui les amène dans un service d'urgence. Et tout de suite après, on a le circuit hospitalier qui se met en marche avec tous les problèmes de dénutrition qu'aborderont certains de mes collègues dans la suite du débat, et les problèmes de perte musculaire et on commence à entrer dans la spirale de la fin de vie, en fait, où les gens vont se dénutrir, vont perdre de la masse musculaire, vont perdre de l'autonomie, vont s'infecter, vont arriver dans des structures de rééducation, de réadaptation et vont perdre leur autonomie en finalité. Et c'est souvent la chute qui est le début de l'histoire. Ça, c'est un premier point. Et je voudrais aussi aborder un sujet qui est peut-être un peu méconnu, c'est que les personnes âgées en particulier savent très bien que la chute peut être le début pour eux du départ de leur domicile. Et il y a plein de chutes qui ne sont pas déclarées ou qui sont cachées à leur famille pour éviter l'institutionnalisation. Et ça, c'est un point aussi qu'il ne faut pas méconnaître. Et dernier point, après je laisse la parole au reste du groupe, c'est que nous sommes aussi dans les leaders de consommation des médicaments qui induisent le sommeil. Et cette catégorie de médicaments, en particulier benzodiazépines, nos collègues espagnols ont pris la première place mondiale de consommateurs des benzodiazépines au monde, mais nous sommes restés les seconds. Et ces médicaments entraînent énormément de chutes et les personnes âgées consomment énormément de médicaments et plus on vieillit, plus on consomme de médicaments inducteurs du sommeil. Et ça, c'est vraiment un facteur contre lequel il faut lutter de manière extrêmement importante. Et le sommeil est un point aussi absolument essentiel dans la prévention des chutes, la qualité du sommeil. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de ces éléments-là dans la suite du débat. Merci. On va présenter le plan. Anna, donc vous avez participé, si j'ai bien compris, aux réunions qui a mené au plan. Est-ce que vous pouvez nous résumer, nous présenter en quelques minutes les points principaux de ce plan? Oui, donc effectivement, j'ai eu l'occasion de participer aux ateliers organisés par la mission ministérielle en charge de la préparation de ce plan, qui a réuni beaucoup d'acteurs, donc tous horizons, hein, donc les médecins, les scientifiques, les chercheurs, les collectivités locales, évidemment les groupes de protection sociale, les caisses des retraites, et donc tous les acteurs qui peuvent soit apporter leur expertise, soit mettre en place les actions dans le cadre de ce plan. Le sujet est très très vaste, donc vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il a fallu donc à la mission en charge de ce plan de faire des choix et de dire voilà, avec cet objectif de réduire de 20% les chutes conduisant soit à une hospitalisation, soit à un décès, donc réduire de 20% en 3 ans, ce n'est pas évident. Donc le choix a été fait de se concentrer sur quelques sujets
mais de mettre en place des actions vraiment concrètes. Donc, avec les moyens qui ont pu être mobilisés en très peu de temps, parce que avant de retracer un petit peu le plan, enfin, je crois que tout le monde a lu le dossier de presse qui est très détaillé, et donc bon, moi je reviendrai sur les grandes lignes de ce plan. Je voulais quand même souligner le fait que les travaux ont démarré au mois d'octobre, et donc pour une annonce officielle du plan au début de l'année 2022, c'était quand même un pari assez osé, et finalement ce plan il est construit autour de cinq axes thématiques et un axe transversal. Donc, les 5 axes, vous les avez rappelés, mais bon, je vais peut-être détailler un petit peu. Le premier, il est axé sur le repérage des risques de chute et l'alerte. Donc, et il est construit autour des 5 situations qui ont été identifiées lors des travaux préparatoires. Donc, le manque d'activité physique, la peur de la chute, qui provoque parfois une chute, la dénutrition, donc une faiblesse qui s'installe petit à petit, la baisse de la vue et de l'audition, et le dernier risque, donc c'est le risque ou les risques du logement, donc en lien avec l'habitat et le lieu de vie. Donc là, dans ce cadre, les actions sont concentrés essentiellement sur l'information des bénéficiaires, sur la sensibilisation par rapport à ces 5 signes avant chuteurs. Donc, bon, on les a appelés comme ça lors des travaux autour de ce plan. Voilà, donc je pense que bon, sur ce premier axe, bon, c'est... les actions vont être essentiellement portées par les caisses des retraites, qu'il s'agisse du régime général ou notre régime aussi des retraites complémentaires, et les autres acteurs impliqués dans le domaine de la santé, voilà, pour sensibiliser au maximum, notamment dans le cadre des actions, des bilans de prévention ou des parcours de prévention qui sont proposés par des différents acteurs. Le deuxième axe, il est axé sur, enfin, il est axé. Le deuxième axe concerne le logement. Donc, les risques de chuter dans son logement, comment les éviter, comment adapter le logement s'il le faut, comment faire pour pouvoir vieillir chez soi dans un environnement sécurisé et adapté par rapport à la perte d'autonomie, à la perte progressive de l'autonomie. Donc, rester autonome et mobile dans son logement grâce à l'intervention des ergothérapeutes. Donc, bon, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, effectivement, cela a été souligné, donc l'importance de ce diagnostic fait par des professionnels, le diagnostic des logements, et donc une sensibilisation des personnes concernées et aussi des proches aidants par rapport à certains aménagements, certaines améliorations, ne serait-ce que l'éclairage ou l'adaptation des sols qui sont glissants, et on ne se rend pas compte toujours que c'est aussi un risque énorme de chute, hein, pas seulement pour les personnes âgées, pour tout le monde. Donc la prévention, la sensibilisation, encore une fois, dans le cadre de cet axe-là, beaucoup d'actions qui sont prévues. Et aussi, dans le cadre de cet axe, une information sur les aides techniques qui existent pour
pour aménager le logement, l'adapter par rapport à la perte progressive de l'autonomie. Le troisième axe, donc bon, j'ai fait la transition avec le troisième axe qui, lui, est vraiment concentré sur les aides techniques, mais qui a pour vocation de les rendre, ces aides techniques, accessibles au plus grand nombre de personnes. Donc, il a libellé cet axe aide technique pour tous. Donc, les actions qui seront menées dans le cadre de cet axe ont pour objectif de sensibiliser par rapport au bon usage des aides techniques, à la mobilité et aussi l'installation des modules de rééducation post-hospitalisation, parce que la première chute souvent est négligée. Et il faut à tout prix éviter donc la deuxième chute et les suivantes qui peuvent être catastrophiques. Donc bon, c'est l'objectif de ce troisième axe. Le quatrième, il est concentré autour de l'activité physique, donc qui est considéré dans le cadre de ce plan comme une meilleure arme anti-chute. Donc l'activité physique, donc là, les travaux ont été menés donc du ministère en charge de l'autonomie avec le ministère chargé des sports, parce que il s'agit vraiment de promouvoir l'activité physique adaptée et renforcer le recours à cette activité physique adaptée, orientée vers les maisons sport santé et expérimenter aussi un panier de soins avec l'intervention de plusieurs professionnels, donc un professionnel de l'activité physique adaptée bien sûr, un diététicien et un ergothérapeute. Donc bon, le mix de trois approches qui permettrait effectivement dans certains cas éviter des chutes et bien sensibiliser les personnes et changer des comportements, changer aussi l'environnement et les modes de vie, surtout des personnes. Enfin, le cinquième axe est concentré autour de la téléassistance. La téléassistance pour tous. Donc, il s'agit vraiment de favoriser l'accès à la téléassistance pour toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin, et surtout en vieillissant. Et donc là, favoriser l'accès grâce à la réduction du reste à charge, hein, parce que bon, c'est souvent quand même un frein important. Et puis aussi des études menées entre la CNSA et les gérontopoles autour de l'usage de la téléassistance et des perspectives qui peuvent être offertes par l'installation de la téléassistance au domicile des personnes âgées. Voilà, donc les 5 axes thématiques et l'axe transversal, c'est l'axe communication, vous l'avez deviné, dans le cadre de ce plan, il n'y a pas vraiment de moyens financiers qui ont été abordés. Enfin, en tout cas, le sujet a été à chaque fois abordé indirectement, mais un accent énorme mis sur la communication, la nécessité de communiquer, de sensibiliser et surtout de relayer l'information par tous les moyens. Donc, il y aura une communication évidemment donc, qui sera lancée par une campagne de communication lancée par le ministère, mais il a été demandé à tous les acteurs aussi de s'engager à la relayer pour que le bon message arrive à toutes les personnes concernées. Et donc, cet axe, il est transverse parce qu'il concerne les 5 thématiques autour desquelles est construit ce plan. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez fidèle
Voilà, merci pour la présentation. Je voulais avoir votre avis. Peut-être Alain, en fait, tu dois être je veux dire, satisfait de voir la téléassistance comme un point important dans les axes. Même le micro, faut mettre le micro. Le micro. Voilà, donc je suis satisfait effectivement de voir la téléassistance pour tous. Un chiffre peut-être que je peux additionner, c'est que après une chute, si vous avez la téléassistance, on peut intervenir rapidement et dans 85% des cas de chute, pour quelqu'un qui a la téléassistance, vous restez à votre domicile. Donc c'est quand même un chiffre hyper important. Euh, et oui, donc la téléassistance a un rôle à jouer sur les chutes, à la fois dans un rôle de détection et à la fois dans un rôle de prévention. Donc le rôle de détection que tout le monde connaît bien et dont je viens de parler, et un rôle aussi de prévention, de détection des personnes à risque, de détection des personnes en situation de dénutrition, de détection des logements où il faut faire des adaptations. Donc il y a vraiment ce rôle, la téléassistance peut jouer ce rôle d'intégration et je pense que c'est important que cette téléassistance puisse être mise sur au plus grand nombre. Et là-dedans, on suit un peu d'ailleurs l'exemple de l'Espagne qui a même mis une loi pour dire que la téléassistance était un droit. Et après, et je trouve ça très bien, donc ce plan qui est la téléassistance et qui est tout le reste, hein. Je pense qu'on va tous être d'accord avec le plan. Après, comme l'a dit Madame Jurkiewicz, là où on peut s'interroger, c'est sur le financement et les moyens qui seront réellement alloués au final. Voilà, rapide réaction. J'aurais voulu avoir l'avis du sociologue, Yannick. Micro. Oui, merci. Du coup, par rapport à ce plan, on peut tout à fait être attentif par rapport aux promesses qui sont données, comme souvent donnerait un plan, mais un plan est censé aussi donner un plan de match. Et c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim par rapport aux détails des modalités de mise en place et de mise en œuvre du plan, des coûts. Et le sociologue parlerait de 3 changements qui sont attendus. Déjà, le changement en termes de profondeur du plan. Est-ce qu'on est un plan qui va être sur l'existant ou est-ce qu'on veut un plan plus en profondeur? Et du coup, les délais des 3 ans avec un horizon de 20% de diminution des chutes paraît dans ce cadre-là un peu moins envisageable ou faisable. Après, c'est aussi la rapidité du plan et du changement pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les institutions, les acteurs professionnels et encore les familles ou encore et les seniors. Hein. Dans cette modification de changement, chaque personne a une temporalité qui lui appartient et il y a forcément une coordination qui doit se faire. Qui va s'occuper de cette coordination à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale? Rien n'est précisé. Et enfin, c'est aussi comment le sociologue va aussi se poser la question sur le mode d'imposition du plan, comment on va l'appliquer. Là, on a identifié dans un panier de soins 3 professionnels, dont les ergothérapeutes, dont je ne peux que me féliciter, mais au même titre que les diététiciens, les enseignants APA, mais on ne cite pas les 740 000 infirmiers, les 90 000 kinésithérapeutes, les 24 000 orthophonistes, les 2 000 gériatres, qui vont soutenir dans chacun de façon, pour l'instant, en silo. On n'a pas encore une logique de soins intégrés, comme le précise l'OMS déjà depuis plusieurs années. Et donc, ça, c'est quand même des questionnements et qui nous laissent un peu dubitatifs et en cas avec beaucoup d'espoir malgré tout, parce qu'il faut quand même porter par de l'émotion par rapport à ce qu'on va pouvoir mettre dans les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Et du coup, ça me permet d'aborder la logique de parcours, qui est vraiment quelque chose qui doit être le nerf ou la cheville ouvrière du plan anti-chute, qui ne doit pas se résumer à la chute, hein, parce qu'il faut quand même l'avoir dans une approche holistique. Hein. La chute est une partie qui, effectivement, est première source d'accidents domestiques et avec des accidents mortels. Mais dans cette notion de parcours, comment on va pouvoir organiser les professionnels de santé qui peuvent effectivement soit monter en compétences, soit mettre en avant leurs compétences, leur champ d'intervention, avec des modifications importantes dans leur secteur d'intervention. On le voit dans des métiers paramédicaux où les kinésithérapeutes sont à 90% en pratique libérale et des ergothérapeutes sont à 90% en institution. Du coup, voir comment s'il y a des modifications significatives par rapport à des professionnels de santé et aussi par rapport à l'engagement de
de ces différents acteurs. Dans cette notion de parcours, il y a aussi la parcours de vie. Comment une personne va s'engager dans une logique de prévention? À quel moment on va identifier les premiers signes de fragilité? Et là, je rejoins là, Michelet sur la question de l'identification des signaux faibles. Et dans ces éléments-là, comment on est en capacité d'avoir des outils opérants avec des interfaces qui sont interopérables, comme on le voit dans les logiques informatiques, hein, comment on peut, un diététicien, un ergothérapeute, un kinésithérapeute ou un enseignant APA, pouvoir avoir aussi des outils avec des plateformes pour le partage d'informations qui vont être sélectionnées ou ciblées en fonction de chaque typologie d'acteur. Et tout ça, pour essayer d'avoir une logique aussi de continuum de vie de la personne elle-même lorsqu'elle va rentrer ou pas dans une logique de soins ou de prévention. Donc ça fait quand même appel à ne pas considérer la chute ou la prévention des risques de chute de façon mécanistique, même considérer que la chute participe, en tout cas la prévention à la chute participe quand même à la qualité de vie de la personne, à la gestion de son équilibre, avec la prise en compte du contexte de sa culture, de son système de valeurs, de prendre en compte ses objectifs, ses attentes, ses normes et aussi ses inquiétudes, avec des retombées importantes sur sa santé physique, son état psychologique, ses relations sociales et ses croyances personnelles. Et ça, tous les professionnels, y compris des métiers émergents, ne sont pas toujours formés pour avoir cette compréhension transdisciplinaire, multimodale et holistique. Merci Yannick. On fait le tour de table encore pour savoir ce que vous pensez du plan. Nicolas, l'Association nationale des Françaises des ergothérapeutes. Encore un ergothérapeute, on est entouré ce soir. Oui, on est entouré d'ergothérapeutes, mais c'est pas un hasard, je pense, Frédéric, c'est que effectivement les ergothérapeutes sont positionnés comme acteurs de prévention dans ce plan anti-chute et voilà, et on peut que s'en féliciter, puisque du coup, c'est aussi une reconnaissance de la compétence des ergothérapeutes sur ce sujet-là. Bien entendu, pas seul, hein, puisqu'on intervient en interdisciplinarité, ça a été rappelé par Yannick Hing. Voilà, il y a une multitude d'acteurs. Moi, mon sentiment, je partage ce qui a été dit avant, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ce plan. Pourquoi ? L'intention, je crois qu'on est assez tous d'accord, l'intention, elle est plutôt louable. Hein, enfin, on va mettre les moyens, en tout cas, c'est ce qui était annoncé, au départ, sur la prévention des chutes, et qu'on soit en termes de prévention, et pour une fois même, peut-être en prévention primaire, et pas uniquement en prévention secondaire ou tertiaire, comme ça a pu être le cas, comme c'est le cas jusqu'à présent. Une intention louable, finalement, des actions qui sont identifiées, il y en a eu 5, ça a été rappelé tout à l'heure, elles sont sans doute perfectibles, mais en tout cas, voilà, il y a au moins 5 actions qui sont sur la table, mais il y a quand même un manque cruel des modalités de mise en œuvre. J'ai un peu l'impression qu'au lieu d'avoir un plan anti-chute, on a une destination. On sait où on va aller, qui est la réduction des 20% de chute en 3 ans. Sauf qu'on ne connaît pas le véhicule. On ne sait pas comment on va y aller. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment on va faire. Est-ce que ça va être un semi-remorque? Est-ce que ça va être une voiture sans permis? Enfin voilà, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on y va. On ne sait pas très bien avec qui on y va. C'est-à-dire que les membres de l'équipage ne sont pas tout à fait bien identifiés. Alors, on a identifié, on l'a rappelé, le ergothérapeute, diététicien, professionnel APA, il y a les médecins, il y a la notion de téléassistance. On a vu apparaître la CNSA à un moment donné dans le dossier de presse. Donc voilà, on a une petite idée des membres de l'équipage, mais je pense que ça peut être complété. On sait pas bien le moteur de ce véhicule, c'est-à-dire quels sont les outils à disposition. On a l'impression que pour l'instant le véhicule il n'est pas encore sorti du laboratoire d'ingénierie. Hein, on fait référence à MaPrimeAdapt, mais en même temps MaPrimeAdapt comme vecteur sur la question de l'aménagement du logement. On va pouvoir s'appuyer sur MaPrimeAdapt, sauf qu'on ne connaît pas aujourd'hui les contours de cette PrimeAdapt. Donc du coup, on est un peu perdu. On ne connaît pas l'itinéraire qu'on va emprunter. Hein, même si une fois qu'on aura notre véhicule,
Notre moteur, l'ensemble de l'équipage, on ne sait pas l'itinéraire. Donc là, c'est la notion de parcours qu'a rappelé Yannick Hing tout à l'heure. Parce que dans la notion de l'activité meilleure arme anti-chute, oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on va venir construire ce parcours, la coordination avec les autres axes. Et enfin, on ne sait pas avec quelle énergie on va y aller. On ne sait pas avec quelle énergie, et ça, c'est bien entendu la question du financement. Il n'y a aucun financement qui est mis sur la table. On ne sait pas qui va être le financeur, et on ne connaît pas le montant des enveloppes, et on ne connaît pas comment ça va être, on ne sait pas exactement comment ça va être attribué. Donc, on ne sait pas si on avance à la voile, à la vapeur, à l'énergie fossile. Voilà. Donc, on est un peu dans l'expectative. Et voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, c'est que voilà, encore une fois, les intentions sont louables, mais qu'est-ce qu'on met derrière aujourd'hui? C'est un grand point d'interrogation. Est-ce que ça a été rappelé tout à l'heure que ça a été très vite? Est-ce que ça n'a pas été trop vite? Peut-être dans la partie réalisation du plan. Alors, parfois on trouve que ça va pas assez lentement, que ça va pas assez vite. Bon, là, voilà, peut-être que ça a été trop vite, je sais pas. Est-ce que la concertation, il y a eu quelques acteurs qui ont été concertés. Voilà, peut-être que ça aurait pu être davantage concerté et aux différentes étapes du process de construction de ce plan. Donc, point positif, le plan existe, il y a une orientation. Par contre, tu attends d'autres réponses sur la mise en place du plan. Jean-Philippe, tu penses quoi? Enfin, de ton côté, alors toi, du côté habitat, tu en penses quoi? Parce que toi, tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Oui, ça fait 10 ou 12 ans que je travaille aussi avec ou Bastien ou la NFE. J'en pense que ce plan a le mérite d'exister et effectivement d'enfin s'avouer tous ensemble que c'est vraiment un sujet, je dirais, très important pour les finances publiques, mais d'abord pour nos concitoyens. Ça a le mérite de repréciser des chiffres. Moi, depuis 10 ans, quand je demande le coût des chutes en France, bon, voilà, on fait des estimations, ça coûte 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards. Bon, là, ça semblerait dire qu'on soit sur la chute primaire sur à peu près 1 milliard d'euros de coûts récurrents, sans qu'il soit rien fait. Bon, évidemment, il a le mérite d'être transversal. On avait fait un rapport avec Hervé Meunier il y a 2 ans dans le cadre de la filière où on affirmait très clairement qu'on ne peut plus parler d'adaptation de logement sans service et notamment téléassistance, hein, qui doit être un corollaire. Moi, ce que je lui reprocherais, quand je reprends la liste des gens qui ont contribué, c'est qu'il n'y avait ni le ministère du Logement, ni les représentants du corps du bâtiment. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a 400 000 entreprises du bâtiment en France, donc ceux qui vont poser une partie des aides techniques, celles qui seront immeubles par destination, et que le ministère du Logement et une énorme partie des finances publiques aujourd'hui va vers la transition énergétique. Donc, c'est déjà un Everest. C'est plus de 8 milliards d'euros et c'est des entreprises, un univers du bâtiment qui est tendu là-dessus. Et vraiment, ce sujet de l'adaptation des logements au vieillissement, et l'enfant pauvre, voire même l'enfant à naître, hein, aujourd'hui, on en parle très peu. Le monde du logement assimile, enfin pas du logement, des professionnels de l'habitat, l'adaptation au handicap. Certaines lois, d'ailleurs, la loi Elan, dont la loi Zéro Ressaut, a promulgué qu'il fallait 20% de logements adaptés au handicap. Alors, je parle sous le contrôle de Bastien et Nicolas, mais alors qu'on sait très bien que adapter un logement à une personne âgée, c'est beaucoup plus subtil qu'à la circulation d'un fauteuil. Et voire même, ce type de loi peut être dangereuse. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au-delà de l'argent qu'on pourra y mettre, alors, ma prime adapte, il y a eu des fuites dans le monde, hein, donc on parle de 400 millions d'euros, donc ce qui serait déjà bien, ça serait 3 fois ce qu'on a aujourd'hui. Et regardez le chiffre d'où on part, hein, on est à 154 millions d'euros aujourd'hui injectés dans l'adaptation des logements versus un peu plus de 8 milliards dans la transition énergétique. Et alors, le sujet de la transition énergétique est capital. La décarbonation, il n'y a pas de débat, et puis parce que ça nous implique au niveau mondial, et puis c'est simplement notre raison de vivre, ça doit être notre planète, mais voilà, on part de très très loin dans le monde du bâtiment. Moi, ce qui me laisse sur ma faim, c'est que quid de la formation des artisans, quid de la relation des artisans
Bastien en parlera peut-être avec les… Ça, je pense, en FIP, ça va être mis après quand le plan va être appliqué, les détails vont arriver, non? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein. De ce que j'en sais, et surtout que, je vous dis, je connais très bien comment fonctionnent les fédérations. Aujourd'hui, voilà, pas prêt à attendre ce message. Pour vous donner un ordre d'idée, transition énergétique, on a, je vous ai dit, 400 ou 500 000 entreprises du bâtiment, à peu près 70 000 sont formées en un label RGE. Les labels existants aujourd'hui sur l'adaptation des logements, c'est les pros de l'accessibilité, handibat, très handicap, ils sont au maximum 2500 en France. Donc déjà, côté professionnel, on n'a pas la main-d'œuvre. Et il faut vraiment que… Alors, on fera l'effort. Nous, dans le monde de l'industrie, de la distribution, c'est notre métier d'accompagner nos clients. Les fédérations feront l'effort. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique transversale et que le ministère du Logement en fasse un sujet. Parce qu'au bout du bout, MaPrimeAdapt', c'est lui qui risque de le porter. D'accord. Donc, quand on dit MaPrimeAdapt', un des sujets, c'est que ça devrait échoir à l'Agence nationale de l'habitat dans les maisons France Rénovation. Donc, comme ça, les Français, au moins, dès qu'on parle de rénovation, ben, il y a un dossier unique, un lieu unique. Si l'ANA n'a pas de moyens, ben, on aura des délais de 6 à 8 mois d'instruction de dossier parce que beaucoup trop sera investi. Alors, c'est déjà le cas hein, parfois, mais ça ne va pas accélérer les choses. Donc, moi, je dis, l'intention est louable, mais effectivement, Nicolas en parlait un peu tout à l'heure, il va falloir une concertation avec les principaux intéressés. C'est là qu'on voit que… Et puis, dernière chose, Valérie a levé la main. J'en terminerai par là. La dernière grande expérience qu'on vient d'avoir avec beaucoup de financement, c'était Action Logement. Donc, pas loin de 500 millions d'euros investis pour pas loin de 100 000 remplacements de baignoires par des douches. Autant vous dire qu'à peu près 50% de ces douches sont bonnes à jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que non évolutives, non adaptées aux aidants. Parce que solutions commerciales vendues par des opportunistes. Voilà, on va appeler un chat un chat. Il y a des boîtes très sérieuses. On l'a vu ces 2 dernières années, oui. Voilà, et il peut y avoir une dérive sévère. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il va falloir préciser des choses et encadrer tout ça. Quel type de douche on met, quelle performance on attend de ces matériaux pour que ça soit un succès. D'accord. Mais bon, on va dire la pente est rude, mais la route est droite. Hein. Voilà. Jérôme, vous vouliez intervenir? Je voulais parler un petit peu de nutrition parce que c'est pour moi un sujet absolument essentiel dans les chutes. Hein. Je voulais reprendre 2 chiffres. L'un qui était du collectif de lutte contre la dénutrition qui nous explique qu'aujourd'hui, 40% des personnes de plus de 70 ans qui sont hospitalisées le sont pour des causes directes ou indirectes liées à la dénutrition. Et si on prend une étude aussi de 2001 sur les cols du fémur, donc ça date un petit peu, donc ça n'a fait qu'augmenter. On s'aperçoit que 84% des accidents domestiques après 65 ans sont des chutes, 5 à 6% d'entre elles donnent lieu à des fractures et 1% sont des cols du fémur. Ça représente, en 2001, 119 000 cols du fémur, c'est 1%. Vous mettez ça à 10 000 euros, le col du fémur traité à l'hôpital avec les soins de suite, etc. Et vous voyez qu'on arrive à un petit peu plus d'un milliard juste pour le col du fémur. On a touché 1% des choses. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'on constate que sur cette population, donc ce 1% de col du fémur, 30 à 50% de cette population est en situation de dénutrition. C'est-à-dire que simplement, ce sont des gens qui n'ont pas assez mangé, qui n'ont pas eu l'alimentation, et pourtant c'est quelque chose d'assez simple a priori à mettre en place, où on pourrait agir assez facilement, alors peut-être avec des financements supplémentaires, mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, et ça, il y a dans tous les axes qui ont été développés tout à l'heure, il n'y en a pas un qui parle de l'alimentation et de la dénutrition, même si quelque part… C'est toute la problématique de la dénutrition, c'est que c'est toujours quelque chose qui est sous-entendu. C'est tellement évident de bien manger que on n'a même pas besoin d'en parler. Donc, les autorités de tutelle n'ont même pas besoin. Et pour vous donner une idée, le portage de repas dont on parle, ce n'est pas une activité liée à la dépendance, c'est une activité qui est liée au confort.
c'est une activité de confort. Hein. Les services à la personne sont divisés en gros en deux parties, en service de confort et en service de dépendance. Donc, le portage de repas à domicile, c'est un peu comme de la réparation informatique, comme du jardinage, ça a le même statut. Pourtant, moi, ma clientèle, hein, puisque j'ai une structure, elle a 87 ans de moyenne d'âge et je suis à des GIR qui sont inférieurs à 4. Donc, on n'a pas une population qui est un petit peu dépendante, c'est une population qui est très dépendante. On ne fait pas appel à du portage de repas à domicile juste par confort. On n'est pas du Deliveroo, on n'est pas du Frischti. On est vraiment dans cette notion avec deux dimensions à travers l'alimentation. Une partie physiologique où on va répondre à des besoins physiques et à des attentes, et puis toute une dimension psychologique. Hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et alors, je voulais revenir un petit peu, et là je reprendrai ma casquette un peu FEDESAP. C'est, Madame, vous avez cité tout à l'heure les participants à cette commission. On a vu des médecins, on a vu des caisses de retraite, tout ça c'est très bien. Mais le domiciliaire, visiblement, je n'en ai pas entendu parler. Or, le domiciliaire, c'est eux qui sont au contact des personnes au quotidien, ce sont eux qui voient les chutes, qui vivent ces chutes-là, voilà, ils ne sont peut-être pas médecins, mais ils ont… Voilà. Et moi, je me suis renseigné, j'ai rejoint la direction de la FEDESAP avant cette émission, et je leur ai dit, mais est-ce qu'on a été contacté? Est-ce qu'il y a eu des gens? Parce que moi, je n'ai pas été, mais peut-être que d'autres. Je dit, personne. On n'a pas trouvé. Personne n'a contacté. Or, aujourd'hui, c'est 110 000 salariés, c'est 660 000 familles accompagnées. D'accord. Précision, Cana n'a pas mené le plan, en fait, à participer au… Oui, tout à fait. Voilà, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, pour pas qu'Anna dise « Oh là là, ça va pas ». Non, Anna a participé, elle a eu la gentillesse d'accepter de participer à l'émission pour expliquer, présenter le plan. D'accord. Bastien, je vais peut-être juste rester dans l'alimentation, comme ça après on reviendra à Bastien, à toi après. Paul, t'en penses quoi? Même idée sur l'alimentation? Non, même ligne sur le fait de la prévention et la nécessaire, évidemment, de revenir aux fondamentaux, ce que disait Jérôme, mais dans le cadre on le fait assez bien, effectivement, dans le cadre de la semaine de la lutte contre la dénutrition. Et il faut sans doute bien conjuguer finalement ces plans. Et Dieu sait que parfois ça ne l'est pas. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve, franchement, pour faire de nombreuses recherches depuis 20 ans sur le sujet, c'est qu'il est assez équilibré tel quel. Hein. Donc, je trouve qu'il est vraiment bien conçu. Enfin, je ne veux pas faire… Tu parles du plan. Je parle du plan. Ouais, non, franchement, il y a l'élément de repérage. Franchement, alors… Je trouve que c'est bien fait. Souvent, je veux mettre la dénutrition en premier, mais sur le dossier des chutes, si on n'associe pas comme il faut l'activité physique adaptée et la dénutrition, on ne fait rien, quoi, franchement. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la sarcopénie. Donc, il faut effectivement éviter les fentes musculaires. Jean Multel, tout à l'heure, l'a dit très bien. Donc, il faut, sur cette prévention des chutes, hein, bien évidemment, associer ces deux choses, et tous les dossiers de recherche qu'on mène pour le moment sont obligatoirement en associant dénutrition et activité physique adaptée. Obligatoirement, parce que forcément, il faut supplémenter en protéines, bien évidemment. Mais pourquoi? Pour faire du muscle. Et évidemment, pour pouvoir… Et ça, je trouve que c'est bien vu, objectivement. Évidemment, la notion de mise en œuvre, elle n'arrive pas. Donc, c'est plutôt dans les idées que j'avais envie de rebondir, sur les idées de comment, finalement, mettre en œuvre avec déjà des choses existantes. Donc, je parlais bien sûr de la semaine de la dénutrition pour qu'à un moment donné, finalement, on se regroupe pour faire en sorte que, finalement, la prévention touche les gens en prévention primaire, comme on l'a dit. Donc, il faut bien des semaines de sensibilisation et je pense qu'il faut associer les choses à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a parlé aussi, même si… ça me paraît toujours important d'appuyer beaucoup sur la prévention secondaire et notamment le post-hospitalisation parce que c'est là où les gens sont le plus fragiles, vous l'avez dit, c'est le troisième axe. Et là, il y a déjà finalement beaucoup de financements qui existent en prévention secondaire, en tout cas dans ce qui touche nos activités sur la nutrition et l'activité physique adaptée. Et il y a notamment
tout ce que mettent en place aujourd'hui, alors je parle de la CNAV notamment, hein, sur la RDH et sur la façon de mettre systématiquement des bilans nutritionnels en sortie d'hospitalisation dans le cadre de l'allocation à RDH. Donc là, on le fait sur l'Île-de-France, mais il faut le systématiser sur l'ensemble de la France. Donc je trouve qu'il faut finalement utiliser des dispositifs pour les appuyer, premièrement. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle on est très actif aussi, et je trouve que ça marche très, très bien. Et ça, pourquoi pas l'appuyer également, parce qu'il y a des financements autour de ça. C'est ce que font les mutuelles et les instituts de prévoyance, justement en post-hospitalisation, où il y a là aussi, bien évidemment, des dispositifs de bilan nutritionnel, et là où les diététiciens sont déjà actifs à travers souvent nos sociétés. Mais on pourrait aussi aller plus loin avec les diététiciens dans la reconnaissance des actes au domicile, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là aussi, c'est une idée pour le financement du plan, dans la mesure où, moi je trouve qu'en termes de structure, c'est bien, mais effectivement, on ne sait pas trop comment on va le dérouler, quoi. Voilà. Ça va arriver, ça va arriver. Avant d'aller dans la prévention avec Lina et puis retour avec Anna, Bastien, tu as demandé la parole. Oui, merci Frédéric. Du coup, je voulais effectivement intervenir sur ce que disait Jean-Philippe. Peut-être juste expliquer d'où tu parles, en fait, qui tu es, très rapidement. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, je suis moi-même président de Bellavie et également ergothérapeute de formation. Donc, du coup, je rejoins mes deux confrères sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, Frédéric, et sur ce qu'a dit Jean-Philippe, comme quoi on verra entre guillemets après la formation, notamment au niveau du bâtiment ou des ergothérapeutes. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'on parle d'un plan triennal, donc 3 ans, ça va vite. Les 3 ans ont déjà commencé et pour autant, rien n'a réellement été lancé encore aujourd'hui. Voilà, donc du coup, on parle de cette prime ADAP où effectivement, grosso modo, on verra peut-être le jour de quelques éléments courant 2022, mais je pense que rien ne se mettra réellement en place avant 2023 dessus. Oui. Donc voilà, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, on parle effectivement des ergothérapeutes et comme je dis, du coup moi je suis moi-même ergothérapeute de formation, donc je suis ravi de voir la profession et de voir qu'effectivement on est reconnu sur ce sujet-là et qu'on fait appel à nous à ce niveau-là. Mais il faut quand même faire attention parce qu'aujourd'hui les ergothérapeutes par rapport à ce qui pourrait arriver et à la demande qui pourrait arriver, il y en a quand même très peu qui sont formés à la question de l'habitat et qui maîtrisent réellement l'ensemble de ces sujets. Il y en a, mais on est quand même sur la plupart des ergothérapeutes qui manquent quand même réellement de matière et notamment de cette relation avec les entreprises. Ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe, le travail entre les entreprises du bâtiment et les ergothérapeutes, effectivement, elle commence à se construire, mais c'est encore quand même deux mondes qui ont quand même encore pas mal de difficultés à échanger entre eux. Et effectivement, je pense qu'il y a quand même tout ce travail-là à pouvoir réellement mettre en place au préalable. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense quand même que ce plan, il est intéressant, mais qu'effectivement, en 3 ans, j'ai bien peur qu'arrivé à fin 2024, on soit à une conclusion que globalement, on n'aura pas encore réellement pu lancer la machine et qu'on sera juste au lancement de la prime ADAP et des différents éléments qui vont en lien avec cette partie. Et effectivement, sur la question du financement, voilà, il y a qui va prendre le financement, qui va gérer tout ça, parce qu'on parle de prévention, mais si c'est pour que ça soit comme aujourd'hui et que globalement, on mette 1 an et demi, 2 ans à lancer des projets parce que du coup, il y a plusieurs financements à les récupérer et qu'effectivement, c'est aussi long et que la machine est aussi longue qu'aujourd'hui, ou que on doit se passer les dossiers entre partenaires parce que du coup, nous, on a le cas aujourd'hui, on est conventionné sur des territoires mais pas sur d'autres territoires. Et donc, quand on arrive sur un nouveau territoire, on nous dit hop, 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 vous n'avez pas le droit d'intervenir parce qu'il y a déjà quelqu'un ici. Et donc, du coup, il faut repartir à zéro et on recommence la boucle et on refait passer un ergothérapeute qui est déjà intervenu, mais du coup, c'est un autre ergothérapeute qui va revenir. On refait le dossier intégralement, on repaye une deuxième fois un AMO, etc., etc. Et tout ça, qui c'est qui est au milieu et qui, du coup, clairement pâtit de toute cette problématique, c'est le senior. Et ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. Et donc voilà, et donc du coup, moi, je mets quand même une grosse alerte là-dessus, c'est qu'effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que le plan, il a quand même été
voilà, plutôt bien écrit et réfléchi, et qu'effectivement, il est sorti là relativement rapidement, et qu'effectivement, on parle d'un plan triennal qui a déjà commencé et où, en réalité, il commencera qu'en 2023, voire un peu après. Donc, du coup, est-ce qu'on parle pas plutôt d'un plan biennal ou autre, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais évoquer par rapport à ce plan et aux différentes remarques qui ont déjà été faites. Ce que je retiens Si pour je peux me l'instant… permettre de réagir, pardon Frédéric, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la question de la formation des ergothérapeutes. Je crois que le problème, ce n'est pas une question de formation des ergothérapeutes. Je crois que les ergothérapeutes aujourd'hui sont formés et sont opérationnels. Alors, il y a sans doute quelque chose à construire peut-être sur le dialogue avec le monde du bâtiment. Ça, je suis d'accord là-dessus. Par contre, sur la question de l'évaluation et de la préconisation et même de la prescription des techniques, je crois qu'aujourd'hui, les compétences, elles sont là. Par contre, ce qui va risquer de ralentir, et là, on risque de ne pas être prêt, par contre, c'est dans l'organisation de l'offre de soins sur les territoires, où là, par contre, je suis d'accord, ça va sans doute être compliqué de pouvoir apporter une réponse aussi rapide dans un plan qui a une durée aussi courte, comme tu as rappelé, Bastien. Moi, ce que je retiens, je ne voudrais pas qu'on fasse un débat que sur les ergothérapeutes. Je voudrais qu'on reste sur moi, ce que je retiens, c'est l'ampleur de la tâche pour la mise en application, et je voudrais qu'on refocalise sur l'amont, en fait, sur la prévention, avec l'INA. Parce qu'en fait, alors, juste brièvement expliquer très rapidement ce que vous faites, et après, comment est-ce que vous vous insérez dans ce plan-là tel que vous pouvez l'imaginer. Alors, tel que le plan a été conçu, on est très, très en amont de tout ce qui a été dit auparavant. Puisque notamment le dispositif Abilicare fait de la détection de signaux faibles de la fragilité, qui sont des facteurs de risque de chute. Donc, on est très en amont de toutes ces mesures-là qui ont été évoquées, ce qui me permet de rebondir sur le plan et sur ce plan qui me paraît être un peu un plan d'urgence, qui s'est beaucoup plus basé sur les facteurs environnementaux qui peuvent être pris en compte pour prévenir du risque de chute, et pas suffisamment du facteur intrinsèque, qui est celui de la fragilité, qui, rappelons-le, est aujourd'hui un critère clinique. Et parmi les critères justement de la fragilité, je rejoins le docteur Buttel sur le sujet de la sarcopénie. Aujourd'hui, on sait par exemple que la vitesse de marche est un biomarqueur de fragilité. Donc, toutes ces choses-là, aujourd'hui, ne font pas suffisamment consensus dans le monde médical pour qu'on puisse déployer un modèle unique et systématique pour faire du dépistage. Mais il me semble que c'est un préalable indispensable pour mener à bien toutes ces tâches. Donc, c'est un élément indispensable. Et en fait, si je peux aussi rebondir sur le plan, c'est qu'on n'aborde pas suffisamment la dimension psychosociale qui a été complètement, c'est un peu le parent pauvre de ce plan, où on ne pose pas suffisamment le sujet de la nature de l'accompagnement. Aujourd'hui, on déploie des programmes d'accompagnement des seniors avec un mot d'ordre fédérateur qui est celui de la prévention, mais encore une fois, en mettant pas suffisamment l'accent sur la fragilisation au domicile. Et ça commence déjà avant l'entrée en âge en retraite. En fait, ce qui est important, c'est aujourd'hui, par exemple, on sait que une mise en place d'un modèle de dépistage, par exemple pour le cancer du sein, a permis de réduire de 15 à 20% le taux de mortalité par cancer du sein, mais ça passe par ce fameux dépistage. Ce qui serait plutôt important de considérer, c'est la place du soignant dans ce plan-là, parce qu'on ne le voit pas, le soignant. On voit les acteurs sociaux, on voit les prescripteurs, mais on ne voit pas suffisamment le soignant et l'intégration de la prévention dans le système de soins. Aujourd'hui, si je comprends bien votre idée, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'en fait, on est très en amont, le soignant serait un des acteurs les plus cohérents, pour être très en amont. Pour moi, c'est le facteur, c'est l'acteur qui va déclencher cette logique
de prévention. Pour faire rentrer dans la prévention. Je pense a priori à la déprescription qui est aujourd'hui recommandée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seniors ont une surmédication. Il y a les psychotropes qui sont en lien direct avec le risque de chute, notamment, et prescrire davantage de la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne prescrit pas suffisamment d'activité physique adaptée. Ce n'est pas dans une routine, on va dire, ce n'est pas rentrer dans les mœurs des soignants. Cette logique de dépistage de la fragilité avec un modèle consensuel, déjà, d'une part, et d'autre part, que le soignant intègre ce modèle de prévention-là dans son panier de soins. Ça passe aussi par là. Et ça ne peut pas se faire sans un accompagnement concret au niveau régional, au niveau des territoires, avec des acteurs bien circonscrits. Je pense aux ergothérapeutes. L'ergothérapie va finalement prendre le pas sur… Encore eux. En fait, l'ergothérapeute est le profil qui s'intègre le plus naturellement dans cette logique d'accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte les aspects de santé et les aspects environnementaux. Donc, en fait, l'acteur qui déclencherait, ce serait le soignant, le médecin. Oui. D'accord. Et l'ergothérapeute pourrait prendre le relais pour la mise en pratique. Exactement. Le soignant doit avoir un rôle de dépistage, de prescription. Oui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les médecins sont formés à ça? Est-ce qu'ils ont le temps? Enfin, c'est juste une question. Justement, le problème est là, c'est de complètement changer cette culture du curatif. D'accord. Et d'apporter davantage, mettre plus une place centrale à la prévention au sein du parcours de soins. Le sujet est compliqué. Je ne voudrais pas être à la place de celui qui va… Et là, justement, là se pose la question des financements, de la hiérarchisation des besoins en termes de prescription. Et ces choses-là doivent se faire sur un plus long terme que sur ce plan triennal. D'accord. À mon sens. Ça marche. Anna, vas-y Yannick, après je voudrais qu'Anna nous explique ce que l'AGCARCO fait. D'abord sur un programme expérimental avec l'INA, parce que justement, si l'enjeu c'est de la prévention secondaire, ou c'est le médecin qui est aussi un acteur de première ligne pour identifier les facteurs de fragilité, et il en est pleinement compétent, on se rend compte que l'enjeu majeur, c'est la prévention primaire qui est tellement dure à mener, et qu'on a mené un programme expérimental avec Malakoff Humanis, qui est du coup une caisse de retraite, pour proposer à ses allocataires, de forme expérimentale, le dispositif Abilicare dans le cadre d'un programme ELSI, donc basé sur les habitudes, l'équilibre, les loisirs, la santé et l'indépendance, où on mêle justement l'objectivation des signaux faibles de la fragilité avec un suivi au long cours en ergothérapie et en EAPA, dans le cadre du service Merci Julie. Et sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, on assure un suivi mensuel en présentiel et en téléergothérapie, donc à distance, pour accompagner les personnes dans le changement, pour changer leur modalité alimentaire, leur routine quotidienne, leur engagement dans des occupations quotidiennes qui vont justement limiter, éviter les situations de sédentarité et orienter, le cas échéant, vers les professionnels qui sont aussi dans des domaines de compétences comme les diététiciens. C'est vraiment un programme très intéressant que l'on mène là depuis l'année dernière et qui va s'achever dans les prochains mois pour l'analyse des résultats, pour la reconduite, on l'espère, et un déploiement prochainement. Donc, cette logique d'être présent dans cette logique de parcours dans le temps, on le voit avec les dispositifs Bien chez moi de AGIRC-ARCO, où l'intervention à domicile, lorsqu'il y a une seule fois un ergothérapeute, a ses limites dans l'acquisition des aides techniques. Et justement, le fait de pouvoir intervenir plusieurs fois dans le temps pour accompagner le processus de changement de la personne et aussi la mise à disposition des aides techniques les plus pertinentes, adéquates avec l'expertise des ergothérapeutes, c'est des logiques vertueuses et pertinentes dans l'adaptation du domicile aussi. On le voit aussi dans le cadre avec les artisans. D'où la question de l'attribution. Un point que je n'avais pas abordé, c'est que Yannick, effectivement, est spécialisé dans le changement, mais je pense qu'on l'aura compris dans tout ce qui est changement. J'aurais voulu qu'on passe à l'AGIRC-ARCO. On continue sur la prévention. Qu'est-ce que l'AGIRC-ARCO quelles sont les activités au niveau de la prévention? C'est ce dont vous voulez parler, Anna.
Oui, moi je voulais aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le programme mené avec Malakoff Humanis, donc bon, un groupe qui fait partie de l'Agir Carco, donc c'est la même famille. Nous sommes évidemment bien au courant de ce qui se passe dans le cadre de ce programme et on soutient totalement son utilité, il y a aucun problème. Et c'est vrai qu'il faut, d'un côté, on peut sensibiliser les personnes comme on le fait dans le cadre de notre action, on va dire, communautaire, parce que bien chez moi, c'est le diagnostic bien chez moi proposé à nos allocataires, enfin aux retraités de l'Agir Carco et entièrement financé par l'action sociale de l'Agir Carco. C'est une première étape, c'est le niveau, c'est le premier niveau. Donc, laisser entrer chez soi un ergothérapeute qui va faire un diagnostic du logement et préconiser des travaux ou quelques aménagements légers en fonction de la situation, c'est vraiment le niveau 1. Et ensuite, il faut aller beaucoup plus loin, il faut accompagner la personne ou la famille dans la durée, donc ça c'est incontestable. Nous l'avons proposé dans le cadre de ce plan, effectivement, avant la généralisation de MaPrimeAdapt et l'installation de ce dispositif au niveau national, nous l'avons proposé dans le cadre du plan de communiquer le plus largement possible sur la possibilité parce que bon, c'est un numéro de téléphone unique, voilà, il suffit d'appeler. Aujourd'hui, 13 millions de retraités en France sont des retraités Agir Carco, donc ils peuvent bénéficier effectivement de cette visite d'un ergothérapeute chez eux, faire un point sur la situation du logement. Donc ça, on l'a proposé, ça fait partie des actions qui seront menées dans le cadre de ce plan. Moi, je voulais rebondir ce que disait madame, je n'ai pas retenu le nom, excusez-moi, voilà, tout à l'heure, donc et pas seulement, quelqu'un d'autre l'a évoqué avant, aussi l'importance de la prévention primaire. Donc, l'Agir Carco, avec les institutions des retraites adhérentes, nous sommes tous d'accord sur l'importance de la prévention primaire, et c'est ça que nous avons aussi proposé dans le cadre du plan avec nos 14 centres de prévention qui existent sur les territoires et qui ont aussi des antennes locales. Donc, on peut mettre en place des bilans de prévention, et ces bilans, ce n'est pas seulement des bilans de santé, ce sont des bilans avec 3 dimensions. Donc, plusieurs intervenants ont insisté sur ce point, donc sur la partie psycho, médico, sociale, qui est très importante. Donc, ce diagnostic avec ces 3 dimensions qui est très important et qui peut effectivement être l'occasion de détecter des personnes fragiles, des personnes qui sont en situation de dénutrition, en situation de sédentarité, en situation de rupture sociale, parce que bon, ça aussi, ça joue. Il y a des statistiques aujourd'hui qui prouvent que une situation de veuvage, par exemple, de la perte d'un proche, fragilise à tel point qu'on peut chuter parce que, comme on dit, on a la tête ailleurs et on est préoccupé par sa souffrance intérieure. Il y a aussi des situations de changement, ne serait-ce qu'un déménagement. Ça peut être une situation qui fragilise et qui peut être à l'origine d'une chute, donc peut-être pas mortelle, mais ça existe. Donc, il y a aujourd'hui des études qui le prouvent. Et donc, dans le cadre de ces bilans de prévention,
voir des parcours de prévention, parce qu'on commence par un bilan individuel, donc avec un médecin, avec un psychologue, avec un sociologue, donc bon, il y a une analyse globale, et ensuite il peut y avoir un parcours composé des conférences thématiques sur justement l'activité physique, la nutrition, l'audition, la vue, sur toutes les questions qui vient d'être abordée d'ailleurs dans le cadre de ce plan anti-chute. Et ensuite, donc, des ateliers pratiques proposés à des personnes. Donc, bon, l'Agir Carco, c'est ça aussi, ce sont des parcours qui sont entièrement financés par le Fonds d'action sociale du régime Agir Carco. Donc voilà, il y a des solutions qui existent, hein, qui ne sont peut-être pas assez connues. Nous les avons proposées dans le cadre de ce plan, parce que c'est aussi dans l'intérêt général. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. J'aurais juste voulu qu'Alain nous explique le lien entre prévention et téléassistance. On pourrait voir la téléassistance comme un moyen uniquement après la chute. Est-ce que tu peux nous… Parce qu'en fait, dans la téléassistance, on va retrouver la notion de parcours de vie dont on a parlé. On va faire un assessment à intervalles réguliers pour valider la fragilité de la personne âgée et la solution qu'on doit mettre en œuvre pour l'adapter à son besoin. Et comme je disais, ça peut englober un certain nombre des problématiques qui ont été citées. Et on reçoit beaucoup d'appels. En fait, de la téléassistance, toujours pareil, plus de 90% des contacts qu'on a avec les personnes à domicile ne sont pas pour des urgences ou pour des chutes, mais ce sont aussi des occasions de détecter des signaux faibles, de détecter par exemple des problématiques de dénutrition, on l'a dit. Donc, j'ai utilisé les outils du collectif pour former mes chargés d'écoute. Ça peut être pour détecter des situations d'isolement social. Et on peut aussi placer des capteurs à domicile, donc des capteurs de détection d'activité, des capteurs de santé qui vont permettre de faire remonter ces informations, des informations, et toutes ces informations cumulées permettent de dire qu'il y a une situation de risque qui augmente, et on peut d'ailleurs mettre en place un indicateur de probabilité de chute et de dire que l'indicateur, là, avec toutes les informations qu'on a, il a dépassé les 80%, donc il est urgent de faire quelque chose. Donc la téléassistance peut jouer ce rôle-là parce qu'elle capte beaucoup d'informations. Et il y a un mot qui a été utilisé, c'est l'interopérabilité. Et je pense que pour qu'on puisse avoir ces indicateurs de plus en plus fiables, il faut qu'on puisse, toutes les personnes qui sont présentes là, mettre en commun les informations pour être en capacité de détecter ces signaux faibles le plus en amont possible. Pardon, D'accord. je voulais juste ajouter… On arrive vraiment à la fin de l'émission. Alors, Lina, et après, il y aura Jean-Philippe, et je terminerai avec Jean, d'accord? Jean, je terminerai avec vous. Lina. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Alain et sur justement un élément du plan anti-chute. Donc, effectivement, le profil de chuteur qui a été défini dans le plan. Donc, ça nous amène à faire du profilage à partir d'une situation donnée, alors que normalement, on devrait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on devrait collecter des données qui nous permettront à terme de caractériser le risque de chute. Et c'est aujourd'hui un peu compliqué à faire parce que c'est multifactoriel. Et effectivement, je ne sais pas quel est le degré d'acceptabilité des capteurs à domicile. Aujourd'hui, on sait que c'est pas encore beaucoup rentré dans les mœurs. C'est un peu compliqué de faire accepter aux seniors ce caractère un peu intrusif du capteur. Et donc, il faut imaginer des solutions non intrusives, mais qui permettent de quantifier le risque de chute. Aujourd'hui, vous avez des capteurs qui sont déjà en place. Hein. Vous avez le compteur d'eau, vous avez l'utilisation de l'électricité. Il y a déjà des choses, en fait. Donc, on peut faire des choses simples qui peuvent être… Ça ne quantifie pas directement le risque de chute. D'accord. Non, mais encore une par fois, le biais du mouvement qu'on le… C'est des indicateurs qui s'additionnent. Oui, de consommation, oui. Jean-Philippe, et après, on terminera avec Jean. Non, simplement, en fait, moi, ce qui me gêne toujours notamment cette notion de prévention, c'est à qui on veut s'adresser. Et quand je vois l'iconographie du rapport, quand je vois tout ça, quand je vois des personnes âgées avec un chignon, un déambulateur,
j'ai l'impression qu'on cible en fait une population déjà fragile. Et en fait, pour moi, le sens de la vraie prévention, ça serait d'essayer d'avoir un autre type de discours pour inciter les gens. Je sais que c'est compliqué, mais à s'y prendre avant. Quand moi, je suis en pleine forme, est-ce que je vais attendre un ergothérapeute? Il y a thérapeute dedans. Bon, ben, je verrai plus tard. Donc, je pense qu'il y a aussi un énorme exercice sémantique, y compris d'iconographie, parce que je ne pense pas qu'on touche le bon public aujourd'hui. Si la personne est déjà équipée d'un déambulateur, je ne pense pas qu'elle sera touchée par le message. Elle est déjà entrée dans le processus de dépendance. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme effort à faire, comme ça a pu l'être fait pour la prévention routière ou pour l'alimentation, avec des choses qui ont marqué les esprits. C'est vrai que la prévention routière, à un moment donné, il y a des pubs très graves, très, très tristes, mais on sait aussi de temps en temps sortir, on sortait à l'époque, il est mort, Karl Lagerfeld, avec un message décalé. Et je pense qu'il faut franchir ce pas pour dire je veux rester chez moi. Ben, ça veut dire quoi? C'est quoi mon confort? C'est quoi ma sécurité? J'intervenais justement dans un atelier à Agirc-Arcos cette semaine, à l'espace Il est bien chez moi à Paris. Bon, c'était sur la protection du consommateur. Je n'avais que des jeunes seniors. Ils me posaient plus des questions autour du design, de l'esthétique, que de l'aide technique et de pas mal de choses. Donc, on a vraiment un gros effort à faire pour recentrer le message, non pas le centre de gravité uniquement sur le médico-social. Bien sûr que tout le monde autour de cette table a une énorme utilité, mais le message aujourd'hui n'émane que du médico-social. Et je suis désolé, mais ce n'est pas avec ça qu'on va séduire les Français. Super. On a commencé avec Jean, on finit avec Jean. Vous vouliez Merci intervenir. Frédéric. Et après, j'aurais voulu que vous présentiez, parce que c'est mon coup de cœur quand même, la fédération. Juste en 1 minute, la fédération, parce que mes parents étaient à la fédération. Enfin, ils y sont toujours. Alors, je voudrais intervenir pour finaliser le débat sur 3 points. Le premier qui n'a pas du tout été abordé, j'ai cru comprendre dans le plan que l'activité physique adaptée reposait sur, et le centre de cette organisation était les maisons de sport santé, qui n'ont pas du tout été abordées. Et les maisons de sport santé sont polyvalentes et abordent tous les aspects de la prise en charge des seniors dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient nutritionnelles, préventives, physiques ou autres. Et que ceci repose sur une application qui s'appelle ICOP. Cette application qui a été développée par l'Organisation mondiale de la santé est reprise en France par le Girontopole de Toulouse. Et cette application ICOP, bien sûr, intègre les aspects nutritionnels dont on parlait pendant ce débat, assez largement d'ailleurs, mais aussi les aspects sociologiques dont on vient de parler à l'instant. Ça, c'était le premier point. Le second point est sur le fait de la prévention et de l'abord de la prévention primaire par les médecins généralistes qui vont être les premiers contactés lorsqu'il y aura une chute, parce que lorsqu'il y a une chute, bien sûr, c'est vers le médecin qu'on va aller pour évaluer cette chute. Dans ma région, je fais partie aussi du comité régional olympique, où on enseigne avec mes collègues du comité régional olympique aux médecins généralistes comment prescrire l'activité physique adaptée avec les professionnels du sport, les professionnels de l'APA, et on l'enseigne dans des réunions qu'on fait avec l'intermédiaire des conseils de l'ordre des médecins, par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle le Médicosport, qui a été développé par le Comité national olympique et qui est un outil de prescription du sport adapté. Et on enseigne à nos collègues médecins généralistes comment l'utiliser pour prescrire au mieux l'activité physique adaptée. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, c'est pour la fédération, et je vais faire le lien avec sans doute ce que tu vas dire, Frédéric, c'est qu'à la Fédération française de retraite sportive, on prône une activité sportive qui est multi-activité. Ça me paraît extrêmement important pour la préservation du capital santé de nos seniors, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'une seule activité, qu'on essaye de préserver toutes les fonctions, que ce soit les fonctions de stabilité, les fonctions cognitives, mais aussi la musculature, mais aussi la nutrition, parce qu'on fait aussi des ateliers sur ce niveau-là. On fait aussi des activités qui s'appellent Active Mémoire. On essaye de lier l'activité physique aux activités cognitives. L'ensemble de ces activités se fait dans un contexte sociologique, se fait en groupe. Et l'activité de groupe est un excellent outil pour détecter les anomalies de tout un chacun dans la vie quotidienne. Et ces activités qui se font entre seniors, d'ailleurs, sont extrêmement intéressantes pour préserver la santé des uns et des autres. Et cette activité socialisante est extrêmement importante également pour prévenir les chutes.
Voilà ce que je voulais. Pour finir, quelques chiffres sur la fédération. Présenter la fédération. Alors, la Fédération française de retraite sportive, c'est une fédération qui a à peu près 90 000 membres, qui est 586 clubs en France. Sur le plan de notre petite équipe médicale, on a 28 médecins. Il y a qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a une direction technique nationale avec des conseillers techniques régionaux dans chaque région. Voilà. Super, marché. Ça fera plaisir à mes parents. Sur ce, on finit l'émission là. Jean-Philippe nous avait quitté, il revient. Je vous remercie à toutes. Merci beaucoup à toutes et à tous. On n'a pas pu aborder tous les sujets, je suis désolé, mais on avait dit 1h10 et c'est 1h15. Bonjour Jean-Philippe, ça va? Jean-Philippe arrive à l'heure. Voilà, merci, je blague. Merci. À bientôt. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.